Bonjour à tous et bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Célisiane Rosius. Bonjour Célisiane, Bonjour Serge. est-ce que tu peux te présenter? Moi je m'appelle donc Célisiane Rosius, comme tu l'as dit. J'ai 30 ans et je suis la fondatrice des Épaulettes. Qu'est-ce que les épaulettes? Alors, les Épaulettes, c'est une société qui accompagne les femmes à travers le développement de leurs compétences liées aux outils, aux usages et à la culture numérique. Donc en fait, moi je suis arrivée là après plusieurs années de salariat à Paris. Alors déjà à la base, j'étais spécialisée dans la communication corporate pendant mes études. Ensuite, je suis rentrée un peu par hasard dans la transformation digitale puisque j'ai fait mon apprentissage chez IBM à l'époque pour déployer le réseau social interne chez IBM. Et ensuite, suite à ça, j'ai été bosser en start-up, j'ai bossé dans le conseil en transfo digital et à la fin, j'ai bossé dans une banque du CAC 40. Voilà, donc j'ai eu 7 ans de salariat à Paris et toutes mes expériences se sont tourné vraiment autour de la transformation digitale. Et ma dernière expérience, j'ai eu l'occasion de créer un programme de digital reverse mentoring dans cette banque. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire comprendre les enjeux du digital, etc. Mais que le faire à ce niveau-là, au niveau du mentoring du comité exécutif, ça faisait pas forcément toute la différence. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai quitté du coup le salariat, j'ai monté les épaulettes et j'ai décidé de continuer à faire ce que je savais faire, donc accompagner les gens dans la compréhension du digital, la montée en compétences sur les outils, etc. Mais de le faire pour une population pour lesquelles ça pouvait faire la différence. Et donc, j'ai décidé de travailler exclusivement pour les femmes. Les épaulettes travaillent pour les femmes. On fait du coaching individuel, du coaching collectif et on a créé un parcours aussi entrepreneuse pour les femmes qui ont monté leur entreprise et qui souhaitent mettre le digital au service de leur business. Et pas que, d'ailleurs. C'est-à-dire? J'ai d'abord commencé par faire du coaching individuel et du coaching collectif. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on a beau mettre en place des stratégies de communication digitale, de marketing, des outils béton derrière, se former, etc. Les femmes souvent se heurtent à d'autres limites, et en l'occurrence des limites qui sont plus des limites personnelles. Il y a beaucoup de femmes qui expérimentent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, le fait de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va forcément se faire découvrir, que ce qu'on fait, ça mérite pas d'être vu, etc. Et franchement, c'est pas que un truc féminin. Je pense que tous les entrepreneurs passent par là à un moment donné, mais chez les femmes, c'est aussi particulièrement bloquant. Et en fait, même si du coup on met en place des bonnes stratégies, des outils, etc., derrière il y a ce syndrome de l'imposteur, derrière il y a un manque de confiance en soi, il y a une timidité, une gêne à se mettre en scène, à se montrer, à prendre la parole. Et du coup, ce qui fait que finalement les femmes souvent ne passent pas à l'action et s'arrêtent là. En fait, quand on monte sa boîte, la première chose qu'on doit faire, c'est de trouver des clients. Et trouver des clients, ça passe par le fait de communiquer. Il faut réussir à communiquer, il faut réussir à se faire connaître par ses futurs clients. Et quand on est une femme et qu'on monte sa boîte, alors c'est pas forcément, on parle beaucoup des startups, etc. Mais la plupart des entreprises qui se créent, c'est pas des startups, c'est des entreprises individuelles. C'est des femmes qui lancent leur activité en micro-entreprise ou en SAS, mais de façon personnelle. Et donc quand on monte sa boîte comme ça, notre communication, la communication de notre entreprise est hyper dépendante de notre communication personnelle. C'est complètement interdépendant. Si on se sent pas légitime, si on se sent pas à l'aise, si on n'a pas confiance en nous, on va pas réussir à faire une bonne communication pour notre entreprise. Et donc c'est pour ça que le parcours entrepreneuse c'est comme ça qu'il est né finalement. Je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était déjà une première étape avec le digital, mais que ça suffisait pas, qu'il fallait aller plus loin. Et donc je me suis entourée d'autres coachs sur le développement personnel pour proposer un parcours de formation qui dure 3 mois et qui permet aux femmes à la fois de créer une stratégie de communication digitale vraiment à leur image, qui leur ressemble, avec laquelle elles vont se sentir à l'aise, de se former sur les outils pour pouvoir être en totale autonomie ensuite pour déployer cette stratégie. Et de l'autre côté, elles sont accompagnées par des coachs sur comment on fait pour vaincre le syndrome de l'imposteur, comment on développe son leadership, comment on fait un bon pitch sans rougir et se cacher, comment on fait pour se vendre. C'est un module qui s'appelle Vendre et se vendre, qui est hyper important parce qu'en fait, beaucoup de femmes ont des limites en fait et ont des croyances sur la partie commerciale. Et donc, on accompagne vraiment à 360 pour essayer de rendre visibles les entreprises féminines. J'ai envie de te poser une question parce que tu es en train de faire de l'empowerment pour les femmes, mais du coup, et toi, à quel moment tu as flippé? Il y a eu 2
moments clés. Je pense le premier, c'est que donc avec mon conjoint, on a quitté Paris pour venir s'installer à Marseille et c'était un projet commun. Voilà, on cherchait à venir à Marseille et moi, comme je le disais, j'étais dans une grande société où je me disais qu'il y avait la possibilité de garder mon job en le faisant à distance, etc. J'avais pas vraiment étudié la possibilité de monter ma boîte à ce moment-là. Ça m'était vraiment même pas venu à l'esprit. La première étape, c'est mon mari qui m'appelle et qui me dit, écoute, je suis pris dans ce job qui était son dream job. Je suis pris dans ce job. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, là, à ce moment-là, au lieu d'exploser de joie alors que c'était une super opportunité, que c'était vraiment ce dont on avait envie, etc., mon cerveau s'est mis en mode survie et s'est dit, attends, tu vas aller dans une ville que tu connais pas, tu connais personne, tu sais même pas si ton job va te suivre, t'as un bon salaire, t'as un bon job, etc. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Ce moment-là m'a permis de prendre conscience d'un truc qui est que, en fait, notre cerveau, il est fait pour nous protéger. Il y a plein de moments où on se retrouve face à une zone d'inconfort, à une nouveauté, etc. Et globalement, notre cerveau, il n'a pas changé depuis la préhistoire. Et il se dit que quand on trouve une nouvelle baie sauvage dans la nature, peut-être qu'elle est toxique, elle va nous tuer. Donc lui, il adapte ça, à tout ce qui se passe et à tous les changements. Et en fait, c'est la première fois que j'expérimentais ça vraiment, où je me suis dit, mais en fait, là, il y a une possibilité de changer. Et du coup, mon cerveau se met en mode survie et me dit, peut-être que tu vas mourir. Donc, t'y vas pas. Or que, globalement, je risquais quand même pas ma vie à ce moment-là. Et là, je me suis dit, c'était vraiment ma première étape. Je me suis dit, en fait, je crois que je peux réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Mais mon cerveau m'en empêchera tout le temps. Donc, il faut que je le sache. Et à partir du moment où je le sais, que mon cerveau va réagir comme ça, du coup, je peux tout faire. Et ensuite, la deuxième étape que j'ai eue, c'est avant les épaulettes, en fait, j'avais monté un projet avec une associée pour faire des événements d'empowerment pour les femmes à Paris, avec vraiment un événement qui accompagnait les femmes aussi à 360. Je crois que j'aime bien cette thématique. Mais du coup, moi, je faisais du digital, mais il y avait aussi des femmes qui intervenaient sur du self-défense, sur se sentir à l'aise avec son image en photo, apprendre à placer sa voix pendant son discours, apprendre à pitcher. Enfin bref, voilà, il y avait des coachs vraiment sur plein de trucs. C'était une journée complète d'événements. C'est un projet qui s'est complètement cassé la gueule, qui n'a pas du tout réussi. Mais je me suis rendu compte dans ce projet que être libre de bosser de la manière dont je le souhaitais, c'était génial, et de bosser avec qui j'avais envie surtout, c'était ça qui faisait vraiment la différence. Et la deuxième chose, c'est que du coup, c'était ma première expérience, on va dire, dans l'entrepreneuriat lié aux femmes. Et en fait, j'ai adoré la bienveillance qui était, le soutien, l'espèce de sororité qui se met en place entre les femmes pour se dire que ouais, il y a besoin d'avoir ce type d'événement, il y a besoin d'avoir ce type d'accompagnement, et que aujourd'hui encore, malgré le fait que ça évolue beaucoup et il y a beaucoup de choses qui changent, et voilà, mais aujourd'hui encore, avoir une safe place pour les femmes, c'est encore une nécessité, et c'est encore un truc qui est du coup super bien accueilli et super bien vécu pour les femmes. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait c'est ça que je veux faire, donc du digital, de la transfo digitale, mais je veux le faire pour les femmes, parce que c'est là que ça va faire la différence. Pourquoi les femmes sont si peu en proportion à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Il faut savoir qu'au au niveau des porteurs de projets, donc avant de créer son entreprise, on a 60% de femmes. Donc il y a plus de femmes que d'hommes à la base qui a des idées et qui a envie de monter une boîte. Et en fait, au moment de la création d'entreprise, là tu tombes à un 38 ou 35% de femmes qui passent le pas et qui créent et qui montent vraiment leur boîte. Et ça, il y a plein de raisons derrière, mais les raisons principales souvent, c'est que monter sa boîte, ça prend quand même énormément de temps, d'énergie, d'investissement. Et mine de rien, aujourd'hui, la réalité, c'est encore que majoritairement, la charge mentale liée à la famille, liée à la maison, liée à la vie conjugale, etc., repose encore majoritairement sur les femmes. Donc, à un moment donné, la réalité, c'est ça, c'est de se dire, j'ai une idée, j'ai envie de faire un truc, mais est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je peux me permettre de monter ma boîte alors que derrière, il faut aller chercher les enfants à l'école, que machin, que, je sais pas, mon mari en déplacement, encore une fois. Et ça, pour le coup, c'est hyper important. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes et tous les hommes. C'est pas une généralité. Mais par contre, c'est une majorité. Et après, il y a un autre élément. Pour le coup, monter sa boîte, ça demande beaucoup de soutien, il y a beaucoup de courage et d'investissement personnel, mais ça demande aussi un fort soutien de son entourage. Franchement, moi, je pense que là, ça fait 1 an et demi
que j'ai créé les épaulettes. J'ai pensé à peu près 4000 fois à abandonner et à aller faire autre chose. J'ai eu vraiment des gros moments de doute où je me suis dit que voilà, qu'il fallait que j'arrête, etc. Et en fait, derrière, moi, j'ai un entourage qui me soutient énormément. Que ce soit mon mari, ma famille, même mes amis proches, etc. J'ai énormément de soutien, de personnes qui croient dans ce que je fais, qui me soutiennent, qui sont là pour me remotiver, me remettre en selle quand je doute de tout ça. Et ça, pour le coup, c'est pas l'eau non plus de toutes les femmes, puisque aujourd'hui, et encore une fois, hein, c'est en train de changer, mais aujourd'hui, la société veut qu'une femme soit globalement gentille, fasse pas trop de bruit, ne fasse surtout pas de l'ombre à son mari. Enfin voilà, il y a encore toutes ces choses-là qui sont ancrées, même si ça tend à changer, mais il y a encore beaucoup de ces choses-là qui sont ancrées. Et du coup, bah, il n'y a pas forcément le soutien derrière. Une femme qui va connaître un premier échec, on va pas forcément lui dire mais vas-y, tu peux y arriver quand même, go et tout. On va lui dire bah c'est bien, t'as essayé, maintenant tu vas te reprendre un petit job salarié et puis tu arrêtes de nous embêter avec tes histoires. Après, chaque histoire est individuelle, quoi. Chaque histoire est personnelle. Il n'y a pas de généralité, mais c'est quand même, ça reste des patterns, des schémas que tu retrouves beaucoup. Tu penses que c'est un manque de rôle féminin en France et que la solution c'est de mettre plus en avant les femmes pour remédier à ça? Aujourd'hui, je trouve qu'on a de plus en plus de rôles modèles féminins et ça fait du bien en fait à la société. Je vois aussi même dans les films, il y a de plus en plus de diversité, de femmes fortes dans les films, dans les séries, etc. Moi, ça me fait un bien fou de regarder certains films ou certaines séries et de me dire ah putain c'est cool d'avoir des nanas là qui sont pas cantonnées à des rôles entre guillemets de filles. Bah en fait, de se dire à un moment donné on peut tout faire à partir du moment où on est un être humain, on n'est pas conditionné par notre genre. On ne doit pas faire certaines choses parce qu'on est une femme ou certaines choses parce qu'on est un homme. Juste, on fait certaines choses parce qu'on aime ça personnellement et ou qu'on n'aime pas d'autres choses et peu importe notre genre. Mais voilà. Et du coup, les rôles féminins, je trouve que les rôles modèles, il y en a de plus en plus. Il y a il y a une super BD moi que j'adore, que j'offre à toutes mes cousines, et Culottée de Pénélope Bagieux. C'est des portraits de femmes qui ont changé le monde et pour beaucoup qu'on a complètement oublié en fait. Et c'est des portraits voilà de femmes culottées quoi, qui ont osé bouger les lignes à l'époque où elles vivaient. Et donc d'avoir voilà de la littérature comme ça, d'avoir des films, voilà de mettre en avant toutes ces femmes, ça permet de changer les choses. Après aujourd'hui, la réalité c'est encore qu'il y a un mois, il y a une infographie qui est sortie sur LinkedIn avec les 30 personnes à suivre dans le marketing digital et qu'il y avait une femme. Ça c'est encore la réalité sur plein de trucs en fait. On l'a vu pendant la crise sanitaire du coronavirus, tous les experts qui sont passés à la télé, c'est essentiellement des hommes, alors que le secteur médical, c'est un secteur qui est où on a une surreprésentation de femmes, mais quand on fait intervenir des experts, on fait intervenir des hommes, parce que l'expertise est masculine. Si on parle du coronavirus, ça a été un drame pour l'entrepreneuriat féminin, hein, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on parlait de la charge mentale il y a quelques minutes. La réalité, c'est que quand on se retrouve les deux à la maison, qui est en charge de faire l'école aux enfants, etc. Et d'autant plus si elle est entrepreneuse parce que du coup elle est entre guillemets libre, alors que si la femme est entrepreneuse et que le mari est salarié, bah tu comprends, il a ses réunions, il a ses trucs, il a pas le choix. Donc elle est entrepreneuse, donc ça veut dire qu'elle peut faire une croix sur son activité. Souvent c'est en plus le deuxième salaire du foyer, donc c'est le salaire le plus bas, donc c'est celui dont on peut le plus facilement se passer. Et donc on s'est retrouvé avec des femmes qui avaient en moyenne 1 heure et demie de temps disponible à consacrer à leur entreprise. Donc tu peux imaginer que quand tu as 1 heure et demie à consacrer à ton entreprise par jour, c'est Tu vas compliqué. pas loin. Il y a un autre point que le coronavirus et le confinement a mis en avant, c'est la fracture numérique. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un grand sujet aussi. Alors moi, à côté des épaulettes, pour info, je suis quand même aussi bénévole chez Emmaüs Connect, donc j'en profite pour en parler parce que il y a beaucoup de gens qui ignorent que ça existe. Pour le coup, ils font un super boulot. Emmaüs Connect, c'est une branche numérique d'Emmaüs qui permet aux personnes qui sont justement les plus éloignées du numérique d'avoir du soutien et de l'aide et en même temps d'être formées pour pouvoir se débrouiller tout seul. Je sais pas si tu as vu ça passer. Mais à 2022, je crois que l'objectif est à 2022, c'est que l'ensemble de l'administration française soit dématérialisée. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as encore beaucoup de gens. Je crois que je crois que c'est 30% des gens qui en France quand même, hein, qui sont éloignés du numérique, et t'as genre un 10% qui sont vraiment complètement à la rue en termes de numérique. Totalement. C'est pas les plus âgés. C'est ça qui Non. était incroyable. On s'est rendu compte que c'est parfois chez les plus jeunes, à
alors qu'ils sont habitués à leur smartphone, mais ils sont incapables d'ouvrir un fichier Word, par exemple, ou d'écrire un texte sur Word. C'était assez parlant comme chiffre d'ailleurs. Mais ça m'étonne pas parce que, tu vois, moi, je me suis rendu compte aussi, par exemple, j'ai pris une étudiante en stage pour les épaulettes et je partais du postulat très naïf, alors que pourtant je le sais, hein, j'ai fait de la transfo digitale dans les entreprises, mais je partais du postulat très naïf que elle avait beaucoup d'abonnés sur Instagram et donc du coup, mon postulat c'était que, bah, du coup, forcément, elle savait gérer une communauté, qu'elle savait gérer une communication sur les réseaux. Et en fait, pour le coup, je me suis rendu compte que pas du tout, que en fait, il y avait des codes de communication professionnelle qui étaient absolument pas les mêmes que la communication perso, et que du coup, ben, enfin, elle y arrivait pas du tout. Bon, après, elle est loin d'être en fracture numérique, mais voilà, en tout cas, déjà, il y a des différences, et c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on est né avec un téléphone dans la main que derrière, on va être un as du digital. Mais ouais, pour revenir sur la fracture numérique, enfin, moi, j'ai vu, là, je donne je donne des cours d'informatique. J'ai des personnes qui ne savent pas allumer un ordinateur, qui se retrouvent devant un ordinateur, qui n'ont jamais pris une souris dans la main, tu vois. Et donc ça, ces personnes-là, on va leur demander d'aller faire leur déclaration de CAF Waouh. ou d'aller faire leurs impôts en ligne. On va continuer sur la fracture numérique, parce que c'est pas que dans l'entrepreneuriat où les femmes sont sous-représentées, mais aussi dans les métiers du digital. Comment tu peux l'expliquer? Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. En fait, la tendance aujourd'hui est complètement inversée par rapport à il y a 30 ans. Quand l'informatique a été créée, c'était plutôt un boulot de femme. C'était plutôt de l'assistanat, du secrétariat. C'était lié aux femmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu un shift à un moment donné. Bah, on s'est rendu compte que, en fait, l'informatique prenait de la valeur. C'était un secteur d'avenir et c'était un secteur d'argent. Et comme tous les secteurs qui, à un moment donné, deviennent valorisables, bah, ils commencent à être trustés par les hommes. Et du coup, les hommes sont arrivés sur ce secteur-là, qui était un secteur qui était vraiment très féminin, et ont commencé à prendre la place. Et on a vu de moins en moins de femmes. Et encore aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs, il y a 10 ans, tu comptais 30% de femmes, alors que aujourd'hui, tu comptes 10%. Et en fait, ça change à plein de niveaux. Et il y a plein d'initiatives super aussi qui œuvrent pour ça. Mais ça, c'est dès le plus jeune âge. Et à un moment donné, il faut arrêter de penser que les maths, c'est pour les garçons et la littérature, c'est pour les filles. Ça va plus loin que ça. Enfin, on fait jouer les petits garçons avec des Legos, ce qui fait que ça suscite l'esprit, ça les aide à développer leur esprit logique. Quand on fait jouer les petites filles dans des rôles avec des poupées, par exemple. Bref, dans des rôles qui sont des rôles de reproduction. Donc, en fait, déjà, dès le plus jeune âge, on conditionne, en fait, les hommes, les futurs hommes à créer, à avoir des esprits logiques et à créer des choses, alors qu'on conditionne les femmes à reproduire des comportements. Tout ça, c'est des trucs qui agissent, enfin voilà, qui sont vraiment à l'œuvre très tôt dans la vie et sur lesquels il faut que tout le monde réagisse et fasse différemment si on veut avoir plus d'égalité demain dans le digital et dans tous les autres secteurs en fait. Enfin, juste d'avoir plus d'égalité partout. Et après, aujourd'hui, il y a des super initiatives. Il y a notamment une association qui s'appelle Futur en Main ici à Marseille qui aide les jeunes filles à se projeter dans les métiers, à découvrir les métiers du digital, à se projeter dans les métiers du digital. Il y a plein d'associations qui aident les enfants en fait à découvrir le code et à apprendre par exemple les mathématiques à travers des logiques de code, etc. Toutes ces initiatives-là, elles servent à faire en sorte que les hommes et les femmes soient juste traités de la même manière depuis la plus tendre enfance pour développer les mêmes compétences, les mêmes types d'intelligence, puisqu'il y a plusieurs types d'intelligence, hein, et faire en sorte que derrière, on soit plus conditionné par notre genre pour faire un choix ou l'autre, même si aujourd'hui, on s'en rend souvent pas compte. On a l'impression que les choix, ils sont les nôtres, mais en fait, non. C'est des choix qui ont été mis en place par la société avant qu'on soit là. En quoi le manque de mixité dans le digital peut être pénalisant pour les sociétés, justement, donc entreprises ou la société, avec un grand S? Aujourd'hui, le manque de mixité dans le digital fait qu'on se retrouve avec des biais sexistes qui se reproduisent dans le numérique. Typiquement, aujourd'hui, pour tout ce qui est traduction, il y a un exemple qui est très connu, qui est celui de Google Translate, qui, quand tu tapes en anglais doctor, va mettre un médecin, et quand tu tapes nurse, qui va te mettre une infirmière. Donc ça, c'est des biais qui sont du coup faits parce que justement, il n'y a pas cette mixité derrière les algorithmes, derrière les personnes qui créent le numérique. Et le numérique, c'est la société de demain. Donc à un moment donné, si on veut qu'il y ait une égalité et une mixité dans la façon dont on traite
les personnes demain, il faut que cette égalité, cette mixité, elle soit déjà à la base des algorithmes, à la base des applications, à la base des sites, à la base des intelligences artificielles, bref, de tout ce qui va créer, parce que tout ça, c'est pas magique, hein. Il y a des gens derrière qui créent avec leurs petites mains pour créer tous ces outils-là. Donc ça, déjà, c'est hyper important d'avoir la mixité dans le numérique. Mais après, au-delà de ça, en fait, c'est au-delà du digital. Il faut qu'il y ait de la mixité partout et dans toutes les activités. Et moi, justement, ça, c'est un élément important des épaulettes. C'est que on oublie souvent de parler du fait que le numérique, il transforme tous les secteurs, tous les métiers. Tout est transformé. Tous les environnements sont transformés par le numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier qui peut venir me dire que il n'est absolument pas touché par la transformation numérique. Si les femmes se saisissent du digital pour pouvoir transformer leur société, pour transformer leur activité, pour transformer ce qu'elles font, qu'elles soient dans le numérique ou pas, mais en fait, elles vont là avoir un asset, une carte supplémentaire à jouer pour développer leur carrière, développer leur société, etc. Et donc avoir plus d'égalité en fait demain avec les hommes. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont sortis l'année dernière sur le fait que les entreprises qui avaient des boards, enfin des comités exécutifs mixtes avec l'égalité entre les hommes et les femmes étaient 20% à peu près plus performantes que les autres. Et la mixité là, on parle des hommes et des femmes, mais la mixité, ça parle aussi de toutes les origines ethniques, toutes les orientations sexuelles. Enfin voilà, c'est vraiment toute la mixité, c'est le fait de mélanger tout le monde. Enfin, si on a un board avec beaucoup d'hommes et de femmes, mais que tout le monde est blanc à 50 ans, bah du coup, on va se retrouver avec peu de mixité culturelle et on va avoir, voilà, il y a juste une égalité homme-femme, mais on n'a pas le reste de l'égalité. L'égalité, c'est vraiment tout le monde en fait. Comment le digital justement transforme la place des femmes dans l'entreprise? C'est ce que je disais, le digital, en fait, il impacte tous les secteurs d'activité, etc. Et donc là, on revient, le lien, il y a un fil rouge depuis le début, mais on revient au fait que on dit aux femmes, souvent depuis le plus jeune âge, que les maths, c'est un truc de garçon, et derrière, on dit que le digital, c'est un truc technique, parce que souvent, ce qu'on met derrière le digital, c'est de savoir coder, c'est d'avoir, faut être un geek, quoi. Globalement, faut avoir des lunettes, les cheveux longs, une petite queue de cheval, porter un t-shirt de Star Wars. Sinon, on n'est pas vraiment dans le digital. Globalement, le digital, c'est encore dans l'imaginaire une activité qui est très masculine. Et moi, je le vois avec les femmes que j'accompagne. Souvent, on se retrouve à avoir des « oh, mais moi, je comprends rien. Oh, mais ça, c'est technique. C'est trop compliqué, etc. » Bref, tout ça qui sont souvent en plus juste des stéréotypes qu'elles appliquent sans s'en rendre compte parce qu'elles sont tout à fait capables de comprendre comme n'importe qui et elles sont tout à fait capables de gérer. Du coup, si on accompagne les femmes à comprendre le digital, à comprendre les enjeux, à maîtriser les outils. Derrière, on donne aux femmes des cartes à jouer pour la suite de leur carrière. Moi, par exemple, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont directrices communication marketing, qui ont une très grande expertise dans leur métier de la com, du market et tout, et qui ont des équipes digitales, qui ont des social media managers, des community managers, des gens qui font de la data science, etc. dans leurs équipes, mais qui en fait n'ont jamais été sensibilisées à ces enjeux-là, n'ont jamais été éveillées à ces sujets, et qui du coup là se disent que en fait leur carrière elle va s'arrêter là parce que elles vont se faire doubler par d'autres personnes qui ont ces compétences-là. Et du coup, moi, je les accompagne justement pour les aider à comprendre ces enjeux, à comprendre comment ils s'appliquent aux entreprises, à comprendre les outils et à savoir comment les utiliser pour que derrière, en fait, ça leur ouvre une nouvelle porte sur leur carrière. Et donc, ça peut faire péter certains plafonds de verre qu'on connaît dans les entreprises. Ça, c'est vraiment, en fait, le digital, pour moi, c'est vraiment une carte à jouer pour tous les métiers, pour toutes les personnes. Il y a un travail à faire au sein des entreprises pour sensibiliser justement? Au digital ou à l'égalité? Aux deux? Ouais, j'ai envie de te dire aux 2 en fait, parce que je pense que c'est des process à mettre en place, un par rapport au digital et 2 aussi par rapport à la place, au sein de l'entreprise. Par exemple, je lisais un article sur, les environnements de travail, women friendly et Mhm. comment on peut instaurer ça. Il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Après, dans l'entreprise, il y a typiquement, moi, j'avais quand je travaillais en banque, mis en place un programme de digital reverse mentoring où c'était les jeunes employés, les jeunes collaborateurs de l'entreprise qui mentoraient les top managers, donc les personnes qui généralement étaient quand même plus seniors sur le digital. Le but étant d'avoir un double passage de compétences. D'un côté, le jeune digital apporte sa compétence, sa connaissance liée aux outils, à la culture, etc. Et de l'autre côté, le top manager apportait
son réseau, son expertise, sa connaissance de l'entreprise, etc. Ce type de programme est super dans l'entreprise pour aider déjà à créer du lien entre les générations, parce qu'en plus, moi, il y a un truc que je ne supporte plus, c'est d'entendre parler des générations Y et Z qui arrivent, et attention, oulala, il va falloir gérer ces générations-là qui sont en quête de sens, parce que avant eux, tout le monde s'en foutait de son job, c'est sûr. Ce type de programme, ça permet à la fois de transformer sur le digital, ça permet d'ouvrir sur l'intergénérationnel, ça permet d'accompagner vraiment tout type de personnes, et puis ça permet aussi du coup d'avoir des femmes qui vont être valorisées dès le début de leur carrière, dès le début de leur entrée dans l'entreprise, puisque à travers les mentors, on va avoir plus de femmes. Globalement, ce qui se passe dans les entreprises, dans les carrières féminines, c'est que les femmes rentrent dans l'entreprise, grandissent dans l'entreprise. Il y a un moment donné où généralement elles vont passer une étape de vie où elles vont par exemple avoir des enfants, etc., ce qui les ralentit dans la progression de leur carrière. Et puis derrière, les hommes, eux, ne ralentissent pas, donc continuent de grimper dans l'entreprise. Puis en fait, au bout d'un moment, les femmes se retrouvent confrontées à ces plafonds de verre qui font qu'elles sont assez peu nombreuses à arriver au même niveau que ce que les hommes peuvent espérer avoir à la fin de leur carrière. Et donc, quand on est une femme, qu'on arrive dans l'entreprise, au début, on est au moment où on est fraîche, on a le temps de justement on est au même niveau que les hommes à ce moment-là. On n'a pas encore passé, on n'a pas encore été écrémé entre guillemets de façon horrible. Et du coup, c'est le moment où on va aller créer des relations. Si on est mentor d'un top manager, on va aller créer des relations avec des personnes qui sont au-dessus, qui ont l'expérience dans l'entreprise et qui peuvent aider ensuite sur la carrière pour nous permettre de continuer de monter et de continuer d'évoluer tout au long de sa carrière. Là où si on n'a pas ces relations-là en rentrant, du coup on va vite être stoppé en fait et se retrouver avec les limites aujourd'hui qui sont celles des femmes dans beaucoup de sociétés. Donc voilà, il y a ce type de choses. Après, moi je sais que je faisais aussi partie des réseaux féminins en entreprise, et ça c'était top. C'était des réseaux féminins qui permettaient d'avoir même chose, des mentors, que ce soit hommes ou femmes, mais qui permettaient d'aider à faire développer les carrières féminines dans l'entreprise. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont top. Et après, derrière, pour réussir à penser le digital pour tous les métiers, c'est aussi imaginer ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui avec les plus jeunes pour leur apprendre le code, etc., mais le faire pour tous les salariés, pour démystifier le digital et pour montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué, qu'il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont en no-code en plus, avec cette nouvelle tendance, qui permettent de créer des choses très utiles et très rapidement sans avoir besoin de faire une seule ligne de code. Ce qu'il faut, c'est aussi aller démystifier ça en entreprise, à travers des ateliers, à travers de l'accompagnement, pour pouvoir ouvrir tout ça à tout le monde, et donc notamment aux femmes. On va terminer ce podcast avec le Flip and Curious. Si tu devais me conseiller une invitée, tu dirais qui? Marie-Josée Côté. Pourquoi? C'est la fondatrice de Futur en Main, l'association dont je parlais juste avant, qui est une association à Marseille pour aider les femmes à découvrir le digital. Et c'est une femme qui est très engagée dans l'entrepreneuriat féminin ici à Marseille, qui fait partie des fondatrices des Digital Ladies and Allies. Et c'est une personne qui a beaucoup d'ambition pour les femmes. Moi, je vois beaucoup de femmes qui, à un moment donné, entre guillemets, laissent tomber, baissent les bras. Et Marie-Josée, c'est une femme qui accepte pas que les autres femmes laissent tomber, et donc qui pousse pour qu'on lâche pas l'affaire, et pour ça c'est une super personne. Si tu devais écrire les épaulettes en 3 hashtags. Hashtag leadership, hashtag entreprendre au féminin, hashtag tu vas tout déchirer. En fait, Célisiane, ton prochain grand flip, c'est pour quand? Je me laisse, je pense, 3 ans avant de me refaire un grand flip. T'as déjà une idée? Non, j'ai pas d'idée, mais je sais que j'ai envie que les choses évoluent, et j'avais envie que les épaulettes me dépassent. Donc là, c'est en train de prendre ce chemin-là. Et une fois que ce sera fait, je pense que ce sera le moment de réfléchir à d'autres choses et d'amener d'autres choses dans le monde. Merci beaucoup, Célisiane, d'être venue chez Flip. On Merci à rappelle, toi. tu es la fondatrice des épaulettes et tu lances ton parcours entrepreneuse aujourd'hui, le jour de la diffusion, donc le 15 septembre. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Flip. À bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?